est-ce qu'il y a un rôle pour les communs? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime beaucoup l'approche de Peter Barnes, qui a écrit un livre, Dividends for All. Donc, il prend une ressource comme l'atmosphère. Il dit que chacun a le droit d'un usage équitable de cette ressource. Oui. Et donc, si c'est considéré comme un commun dans un trust, par exemple, si on utilise plus que la norme, on va payer beaucoup plus, mais ça va aller directement aux humains qui sous-utilisent leurs droits. Et donc, du coup, en même temps, on protège la ressource et on solutionne l'équité sociale. Oui. Donc, moi, il me semble que justement, la voie des communs, et je considère que les communs, c'est la seule institution qui a prouvé historiquement qu'elle peut préserver des ressources. Ni le marché ni l'État sont historiquement capables de le faire. Donc, est-ce qu'il y a aussi une réflexion autour des communs dans ton travail? Oui, mais je suis plus, je réfléchis moins directement avec cette idée de commun qu'avec l'idée, et je pense que je crois plus en l'État que toi. C'est-à-dire que, non mais, vu la situation d'urgence dans laquelle on est, je pense qu'on ne peut pas se passer d'un retour de l'État et d'une intervention forte de l'État. Alors pas un État autoritaire qui agit tout seul, hein. Un État contrôlé par les citoyens avec plein d'arènes démocratiques, etc. Mais si on veut organiser la sortie en 20 ans de nos sociétés extractives, il me semble qu'il faut de la planification écologique et qu'il faut aussi des quotas. Je préfère à l'idée de commun, que j'arrive pas toujours à opérationnaliser, l'idée de quotas. Il me semble qu'il faut imposer, alors ça va paraître un peu peut-être trop autoritaire, hein, mais on peut le décider démocratiquement. Je pense qu'il faut imposer des quotas, c'est-à-dire on a chacun un quota d'émissions de gaz à effet de serre, une petite partie de l'empreinte carbone, et on n'a pas le droit de le dépasser. Et on n'a pas le droit avec le droit, pas avec des principes de marché, de compensation, machin. Et ça doit être vrai pour les entreprises et pour les individus. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais ça pose le problème suivant, qui est que là, aujourd'hui, ceux que vous nommiez tout à l'heure, les plus pollueurs ou les plus à l'initiative de cette forme-là de capital, sont ceux qui s'extraient le plus. Les États-Unis de la COP, en tout cas de l'accord de Paris, et avec le Brexit, hop, l'Angleterre va sortir de toute notre dynamique européenne. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'on voit partout sur la planète plus monter du conservatisme et une extrême droite qui prend pas franchement en considération ni les plus faibles, ni la terre, ni quoi que ce soit. Et ça, c'est un point. Donc, on voit qu'on va plutôt en régression au niveau du politique et du rapport à l'État, en tout cas de son rôle. Et de l'autre côté, on commence à entendre parler. Et si on avait en fait une écologie dure, autoritaire. Donc, ça veut dire que partout la réponse, quelles qu'en soient les motivations, on va pas faire autrement que d'aller vers plus d'autoritaire. C'est ce que certains disent. Ouais. Et vous dites, et il me semble qu'ici on le partage, que c'est exactement l'inverse dont on aurait besoin, c'est-à-dire du dialogue, du respect des biens communs. Et donc là, pour moi, il y a un hiatus profond. Alors peut-être que c'est qu'il faut simplement accepter le continuum de l'histoire humaine et d'accepter qu'on est parti pour avoir quelque chose de plus conservateur comme on a eu en 39-45 et qu'on est en train simplement de construire l'après. Mais le tipping point, là, tout de suite, me semble plus irréaliste et utopiste qu'une réalité. Par contre, l'avantage que nous avons dans la lecture de l'humanité, de l'histoire de l'humanité que nous avons, par rapport à 39-45, c'est qu'on sait qu'à chaque fois qu'on touche le fond, on repart plus loin. Donc peut-être que... Ça, c'est drôlement optimiste. Oui, on peut essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut préparer de mieux, parce que la différence avec 39-45, les États-Unis nous avaient sauvés. Là, c'est les premiers à nous mettre par terre. Absolument. Voilà, donc Non, je suis d'accord. Cette question de la démocratie, elle est absolument centrale. On est en train de travailler là-dessus avec ma collègue belge Isabelle Ferreiras, qui elle milite pour la démocratisation des entreprises. Mais on se dit qu'en effet, aujourd'hui, le péril principal est certes écologique, mais il est aussi, comme vous le dites, que on résolve la question écologique avec des gouvernements très autoritaires.
Bon, en même temps, en ce moment, les gouvernements très autoritaires, ils résolvent pas du tout la question écologique. Hein. Ils font même le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on a à offrir, nous, comme contrepoids, comme contre-pouvoir, même, je dirais. Hein. Mais vous l'avez dit, je pense que la clé, elle est précisément avec les entreprises. C'est-à-dire qu'à la fois, les entreprises peuvent être, entre guillemets, les pires, puisqu'elles sont dans l'extraction, dans le marché, etc., etc. Et en même temps, elles sont, de par la contrainte même de la concurrence du marché, etc., beaucoup plus dans l'ouverture, toutes ces tentatives d'entreprises libérées de fonctionner autrement, etc. Donc peut-être que c'est plus là qu'on a des moyens de peser sur le politique, puisque le politique est plus dépendant de l'économique aujourd'hui qu'auparavant. C'est optimiste aussi, c'est-à-dire moi je suis pas toujours convaincue par par toutes les tentatives des entreprises aujourd'hui, que ça soit l'entreprise libérée ou les entreprises à mission, enfin tout ça. Ma crainte c'est toujours qu'elles fassent un peu de greenwashing et qu'elles essayent de rendre leur image jolie. Maintenant il y a autre chose, c'est qu'il faudra bien d'une part, qu'elles recrutent des gens. Or, les jeunes sont de plus en plus réticents à aller dans ce genre d'entreprise qui ne, en effet, milite pas pour la cause écologique. Et puis, il y a toute la question aussi qu'il faut bien des salaires, enfin, des gens pour acheter ces produits. Et donc, on peut toujours voter avec nos pieds et boycotter. Mais et j'aime beaucoup ce que vous dites. La fois d'après, c'est toujours mieux. C'est vrai que c'est en 1942 que Beveridge, quand même, écrit son grand rapport sur le welfare state qu'on mettra en place à la sortie de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique. Comme solution, je ne vois en effet que d'énormes manifestations populaires qui reprennent le pouvoir, et puis en s'appuyant sur le droit et en essayant de faire reconnaître l'écocide. Moi, ça me semble vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. De même qu'on a reconnu les crimes contre l'humanité, il faut reconnaître le crime d'écocide sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour tout défendre finalement, hein, pour faire de la Terre une grande zone à défendre. Moi, ce qui m'intéresse, mais c'est juste une piste de réflexion, c'est qu'il y a aujourd'hui un mouvement aussi pour la nature souveraine. Donc l'idée, c'est de revenir un peu aux visions des peuples premiers qui a des endroits sacrés. Oui. Mais justement dans le droit moderne, c'est-à-dire donc en créant des zones où les forêts, les rivières sont considérées comme des communs avec une certaine autonomie. Oui. Le droit de se défendre. Oui. Ça me paraît aussi une piste assez intéressante. Oui. L'UNESCO avait tenté des choses comme ça, en effet, des régions vraiment protégées, donc on n'a plus droit, que d'une certaine manière, on soustrait à la souveraineté des États. C'est pour ça que c'est super compliqué. Il y a cette fameuse région des pommes de terre qui a réussi à protéger la biodiversité. Il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, parce qu'on a parlé à la fois des inégalités et de la question écologique. Il me semble qu'on ne pourra pas résoudre la question écologique, à part par des moyens extrêmement autoritaires, en effet, si on ne résout pas d'abord la question sociale, c'est-à-dire si on ne réduit pas considérablement les inégalités. C'est exactement ce qu'on a vu en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Si vous augmentez la taxe carbone, qui est censée être bonne pour la transition écologique, mais que vous le faites en oubliant qu'il y a des gens qui vont prendre tout dans la figure, vous ne réussirez pas. Donc, il faut d'abord réduire considérablement les inégalités sociales pour pouvoir faire la transition écologique. Mais là, on a la double difficulté. Il y a peut-être une solution, c'est-à-dire que c'est de mobiliser justement toute la population. Donc, avec des quotas coercitifs, mais en donnant la liberté à la population de trouver ses propres solutions. Oui. Il y a un très beau livre qui a été... Le travail régénératif de tout le monde. Oui, il y a une belle thèse qui avait été écrite par une de mes collègues qui s'appelle Mathilde Souba, qui avait étudié à un moment Tony Blair avait mis en place l'idée de quotas d'énergie justement. Et donc elle étudie une ville qui a mis en place ces plans de descente d'énergie et c'est très intéressant de voir comment ça se passe et puis l'expérience. Quelle ville, juste par curiosité? Je ne me souviens plus, mais il faut qu'on demande à Mathilde Souba qui fait des travaux. Maintenant elle est prof à l'IEP de Lille, je crois, et elle fait des travaux très, très, très intéressants. Et pour avoir une instance supra-nation avec un moment de l'histoire où tous les États se mettent beaucoup, en mode très autoritaire,
ça nécessite effectivement, d'un côté, pour les juristes dédiés, de réfléchir à cette institution, et ça ne pourra être porté que par les communs et les citoyens. Parce qu'aucun dirigeant, un Trump, un Bolsonaro, n'ont aucun intérêt à faire ça. Entièrement Donc, la question, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait des personnes qui réfléchissent avec un appui le plus constitutionnel possible, enfin le plus juridique possible, à cette fonction supra, et qu'elle soit soutenue et mobilisée par les citoyens via les communs comme structure permettant de structurer les personnes et de... Ça veut dire qu'il faudrait mettre en place une organisation mondiale de l'environnement, ce qu'on n'arrive pas à faire quand même. De même qu'on devrait parvenir à donner beaucoup plus de pouvoir à l'Organisation internationale du travail, justement pour éviter l'espèce de dumping social mondial auquel on assiste en ce moment, quoi. Mais là, pour ça, on a besoin en effet que les États, à un moment, lâchent leurs prérogatives. Alors, on est en train d'arriver à la fin parce qu'on avait prévu 1 heure pour notre discussion. Alors, ce que j'ai entendu aussi, c'est que tu as donné pas mal de références très intéressantes qui pourraient intéresser nos auditeurs. Donc, je crois qu'après, on voudra te demander ces références et on va les mettre dessous de la vidéo. Ok. Est-ce que tu as encore une question pour la fin? Non, simplement, effectivement, dès l'instant qu'on rentre dans la complexité, on aurait tendance à baisser les bras, tellement tout est systémique, interrelié, et on y perdrait son énergie. Ce qui fait d'ailleurs que la plupart des jeunes aujourd'hui répondent sur des petites choses, avec le risque de simplifier les réponses. Et, pas que les jeunes. Non, pas que. Non, mais c'est là qu'on a le plus d'énergie pour essayer de faire autrement. C'est ça que je veux dire. Donc, du coup, si on reste sur cette variable d'espoir, parce que par rapport à l'éco-anxiété, il faut absolument qu'on soit porteur d'espoir. Je suis entièrement d'accord. Pas comme une injonction, mais comme une... Mais bien sûr. Et ce qu'il faudrait qu'on arrive, c'est à montrer combien cette nouvelle société qu'on voudrait serait plus intéressante que la nôtre. C'est-à-dire avec moins de stress au travail, avec plus d'air agréable à respirer, avec plus de liens, avec plus de temps. Et ça, c'est très... Et là encore, il y a la question de la valeur, mais je pense que, on est plein à dire ça, que il faudrait qu'on arrive à illustrer créer un nouvel imaginaire, en fait, montrer combien cette société serait agréable à vivre. Et puis ensuite, ça c'est plus compliqué, dessiner le chemin pour y aller. Oui, parce que l'imaginaire est partagé par un certain nombre sur une envie d'équilibre pro, perso, etc. La question, c'est le chemin. Et donc, si vous aviez une pépite de fin, une conclusion, même si c'est tout petit, mais qui nourrisse cet espoir, qu'est-ce que ça serait? Ça serait de dire, c'est le titre d'un livre qu'on a écrit l'an dernier avec des collègues, une autre voie est possible. Et non seulement cette autre voie est possible, mais elle est pas très difficile. Elle est pas très difficile à emprunter. Hein. Donc, on fait une sorte de vade-mecum et on peut vraiment le faire. Et avec juste une pépite de cet ouvrage, ça serait... Une pépite, c'est un plan massif d'investissement de 20 milliards en plus par an de l'État dans la rénovation thermique des bâtiments, les infrastructures, etc. Là, on a un pont qui vient de s'effondrer encore en France. Un investissement massif que l'on sort des fameux 3% et on jette à la poubelle les fameux 3% qui nous ont étouffés depuis 20 ans. Un grand merci Dominique, c'était vraiment fascinant. J'ai été très très intéressé. Je crois que nos auditeurs ont le même avis. Merci beaucoup. Merci à vous deux, c'est grâce à vous. Hein.